Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Ah, c'est bon, il a réussi. Oh putain, la Boum. vache! Il a réussi! Oh, il a réussi! Et là, tu le dis maintenant, parcours les différentes pages et analyse-moi ce que tu vois. Parcours la page de la Les, liste les de différentes pages. Ouais, différentes pages. Différentes pages. ouais, comme ça, il va tous les faire, ouais. Tous? Non, pas tous, hein. On Parcours la verra ce page qu'il va. de Momentum. Momentum. Et trouve une société, un ticker parmi la liste. Bon, Donc, sois pas surpris demain quand tu verras dans tes logs de connexion que tu as un utilisateur avec une IP américaine du nom de GPT, je sais pas quoi, au nom de qui est quoi? venu se connecter. Je Ah, ne sais même pas comment il va s'appeler. Bah oui, parce que c'est un utilisateur, donc il s'est vraiment connecté. Dans les logs, tu verras que tu as une IP Massachusetts ou américaine qui s'est connectée. ah d'accord. Non, j'ai jamais regardé mes logs en fait. Ouais. Je sais même pas si j'ai Un des logs. utilisateur qui se déplace à la vitesse de la lumière. Ah ouais, mais là c'est ouf, hein. Donc, tu vois, même ton double facteur, il sert à rien en vrai, tu vois. C'est bien, mais bon. Avec l'IA aujourd'hui, ça n'a plus de sens tout ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que quand il voit, il n'est pas très précis parce qu'il a du mal à voir la page. Donc là, il faut qu'il se passe au bon endroit. Donc il découvre un petit peu. Sa Alors, voilà ce page, qu'il a trouvé. sa page liste Momentum. Plusieurs titres apparaissent parmi eux, j'ai repéré. CVE, Cernovus Energy, ouais. Tendance Pool. MFS Charter Income Trust avec Tendance Pair. Tendance Pool, Casia, Thérapeutique, Tendance Pair. Voulez-vous ouvrir un des tickers pour afficher le graphique? Oui. Attends, ça fait quoi? Et là, il va ouvrir le graphique. De quel graphique? De quel site? Et comment il sait quel ticker correspond à quoi en fait? Enfin, quel site web utiliser pour ouvrir la chart CVE par exemple? D'accord, il se pose des questions quand même, hein. Il arrive à se poser des questions, mais Donc c'est là, je te laisse imaginer la complexité de la chaîne of source qui est derrière. Parce que tu as une chaîne of source textuelle, contextuelle, sur le rendu, sur les images. maintenant il faut cliquer sur le bouton bleu. Il faut Voilà. cliquer sur l'icône bleue. Est-ce qu'il comprend le mot bleu en fait? Oui, c'est vrai. Il va appliquer un filtre rapidement sur les contrastes et il va trouver le bouton bleu. Ah ouais? Ah, il arrive à savoir. En fait, si tu veux, il fait une OCR. Il fait une OCR et il fait une reconnaissance d'image. Voilà. Là, tu vois, il voit l'icône verte et l'icône bleue. Tenter de faire défiler horizontalement. Fermeture de menu contextuel. Donc là, il va faire échappe. Voilà. Non, il trouve pas le bouton bleu au centre, mais Mais c'est quoi comme bouton que tu as au milieu? c'est le bouton bougie. Ça s'appelle Candle. Candle, c'est le chart. Ah ben, décris le bouton. Dis-lui que le bouton bleu, Candle. Le bouton bleu Candle. Ah. Et ça, tu verras, c'est encore junior, hein. Mais quand il maîtrisera l'art de se déplacer dans un environnement, avec une intelligence de contexte et de web, ça va être merveilleux. Et je pense que c'est pour ça qu'il a développé Atlas. Parce que comme ça, il va récupérer les comportements utilisateurs sur les pages web pour entraîner ses futurs bots.
Faut qu'ils arrivent à naviguer sur Internet comme un humain. Parce que là, en vrai, il navigue comme une grand-mère. Mais bientôt, il va s'améliorer. Bah, ce qui est étonnant, c'est que il arrive à faire non seulement la reconnaissance visuelle, la reconnaissance des images, mais aussi faire un raisonnement sur ce qu'il voit en fait. C'est ça. En gros, Bon, tu as deux choses. Tu as une sorte d'audio description qui se fait où il décrit la composition de la page web. Il fait une reconnaissance d'image pour voir les zones d'intérêt. Et après, il croise les deux. Donc, il envoie la coordonnée à atteindre pour sa souris pour cliquer au bon endroit. Après, le bouton que tu as est tellement petit, donc voilà, c'est pour ça pas qu'il besoin zoome. de. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Je vais t'en finir ma phrase. Mais il la trouve Parce que toujours. Ouais. c'est à cause de la taille des pixels. C'est vraiment petit. Ouais, parce que la fenêtre est petite. Voilà, il a trouvé. Voilà. Ça, il a trouvé. Ouais. Ok. Clique sur l'icône chandelier. Ouais. Là, tu vois, la souris est pas très très bien placée. Il aurait fallu qu'il la mette un peu plus à droite parce qu'il met le centre de la souris sur le bouton, mais c'est plutôt la pointe qu'il faut mettre. C'est vrai. Et je sais pas si toute la zone est cliquable ou pas de ta souris. Ah, voilà. Il a réussi. Ah ben voilà, excellent. Cerveau. Cerveau. Voilà. Et là, tout ce que tu as eu à faire, c'est de décrire le comportement. Tu n'as littéralement pas touché. Tu as un bot qui navigue sur ton PC actuellement. Il pourrait faire une acquisition, tester des valeurs, aller vendre pour toi tes stocks. Et limite, tu as juste un message vocal à lui laisser. Voilà. Et là, il peut générer une analyse particulière. Tu peux demander ce qu'il pense du graphique. Tu peux, voilà. Ok. Alors, à la liste particulière, oui. Oui. Quelle est la moyenne? La moyenne mobile de CVE. Est-ce qu'il arrive à comprendre ce que c'est la moyenne mobile? C'est quoi Ouais. tes mots Ça, de je pense plus? qu'il aura. Si c'est un mot technique, il aura. Parce qu'une moyenne mobile, c'est quoi? C'est une glissante? Ouais. Ouais, ouais. Tu Ok. sommes tous les samples, tu divises par le nombre de samples. Enfin, la Ouais, moyenne, donc ça, quoi. il va faire une recherche sur Internet, il va prendre sur Internet la définition, il va la trouver dans le contexte. Mais après, comment il Donc ça peut sera savoir? pas. Ouais. Mais comment il peut savoir le Kentall, la valeur du Kentall? Enfin, c'est... Ah, je pense qu'il fera une mesure au pixel près. Il va estimer l'échelle, je pense, D'accord. pour vraiment pouvoir se comprendre chaque tic. Ah, moyenne mobile SMA. Putain, il triche. C'est un tricheur. Le survol n'a pas monté tout le type. Ah si, il y a un tout le type. Oh là 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 là. Il y a un tricheur. Il a cherché la valeur dans le tooltip. Voilà. 17,45, oui, c'est exact. Putain, mais c'est incroyable. Mais par contre, il a triché, hein. Je suis désolé, mais moi, je m'attendais à qu'il fasse un peu de mathématiques. En fait, Moi, j'ai pas vu que c'est écrit calcul, hein. J'ai vu quelle est la moyenne. T'as pas indiqué de. ok, 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 ok. On va faire ça. Peux-tu. Comment on fait calculer. Hein. Calculer la moyenne du SMA. Vas-y. Calculer. Là, il y a bien le mot calculer. Hein. Là, il y a le mot calculé. Là, il y a le mot calculer. On va voir si. Alors, il y a deux choix. Soit il va aller directement vers le calcul parce que l'intent dominant, c'est calcul. Ou soit il va faire un raccourci dans la chain of thoughts pour vérifier si l'information n'existe pas d'abord. Il va te dire, je pourrais la calculer, mais elle est aussi présente là-bas. Je pense à la première situation. Tu vas chercher une manière de la calculer. Parce que normalement, il a déjà chargé une calculatrice dans le raisonnement qu'il y a. Ok. C'est pas mal. Il est entre les deux. Il déplace sa souris, il prend les différents tooltips, les différentes valeurs, il va te faire une moyenne point par point. Ça va. Waouh. Ah ouais. Ça va là. Il est dans la consigne. Il a compris quoi. Il a compris ce qu'il faut faire. Mais après, est-ce que. Il va le faire du 11 au 18.
Mais qui c'est qui a codé ça, là? Mais c'est un truc de ouf. Le mec qui a codé ça, il s'est fait plaisir, quoi, le gars. Ah, c'est kiffant. De base, j'ai vu, il était hyper maladroit au départ. Il n'arrivait pas à cliquer et tout. C'était un truc, c'était horrible. Et au fur et à mesure, il apprend par reinforcement. À force depuis qu'il y a Atlas, il s'est amélioré. Parce que je pense qu'il reprend les comportements utilisateurs entre l'intention et le mouvement de la souris. Et là, maintenant, ces mouvements sont très fluides. C'est impressionnant. Parce que je l'ai vu à ses débuts. Généralement, tous les outils qui sortent, j'arrive à les voir dès qu'ils sortent. Parce qu'en fait, j'ai ChatGPT qui m'envoie des news sur le web, un peu comme Perplexity. Donc, dès qu'il y a un truc qui sort, je suis notifié et je file voir rapidement. Non, mais là, en vrai, c'est smart. Limite, là, il a le niveau d'un alternant qui vient et qui est formé dans ton équipe. Tu donnes un petit questionnaire et il a compris le concept et il a sa feuille de papier en train de noter. Et là, il est en train de mémoriser chaque petit tic qui est à côté. Non, il y a un truc qui se passe, que le 13 et 14 n'existe pas parce que c'est un samedi-dimanche. Le marché est fermé samedi-dimanche. Là, il est bloqué sur 13 décembre. Il arrive pas. Il veut chercher 13 décembre, il arrive pas. Il veut absolument avoir raison. Les graphiques. Attention, boum. T'as Oh, vu? bien. 12 à 15. Sans passer par 13-14. Et il a dit que les marchés sont fermés le week-end. Ah, il a dit ça? Ça? Ouais. Ouais, c'est passé très vite. Tu verras, toi, le compte rendu après. Ah putain, oui, il a compris que ce marché est fermé le week-end. Ah, je pense que tu peux la voir en live. Regarde les 3 petits points. Tu peux cliquer dessus ou pas, les 3 petits points? Parce qu'à l'époque, tu avais le détail de ses commentaires. Activité. Voilà. Et là, si tu montes un peu plus haut, tu verras son raisonnement à un point précis. Il semble Voilà, qu'il je vais essayer. Oui, t'as raison. En raison du week-end. Voilà. Oh. Waouh, même ça, il a compris. Putain, mais Et tu vois comment il fonctionne? Il fait un screenshot, il analyse, il se déplace, un screenshot, il analyse. Mais comment il a compris que c'est le week-end, en fait? C'est ça qui est Bah, en impressionnant. fait, là, tu reviens sous les bases du graphe. Rappelle-toi, quand tu fais un enregistrement contextuel, Ouais. chaque mot est porteur d'une valeur et est associé à un dictionnaire. Donc, de base, quand il va chercher autour des dates, il y a un contexte, il va expliquer pourquoi ces dates ne sont pas présentes. Et il va regarder la date, la semaine, il va regarder la disparition des jours, et il va s'associer pour se dire derrière, c'est une journée, c'est un jour présent. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne soit pas là? Et autour de lui, il a dû trouver autour de ces dates une notion de week-end. Parce que ces dates sont divisibles, je ne sais plus comment on fait, il y a une formule qui permet de savoir si un jour est férié ou pas. Et donc, dans un contexte comme ça, il arrive. Oh putain, regarde le calcul qu'il fait. Il a fait son petit programme Python. Il s'est fait plaisir. Il se fait un Python, quoi. Je vais calculer la moyenne des 10 valeurs collectées entre le 8, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 9. Attends. Voici la moyenne SMA de CVE des dernières séances du 9, du 8 décembre au 19 décembre. Je cherche moi SMA pour lever les valeurs suivantes 17, 44, 48, 49. La valeur disponible sur le graphique. Relever sur le graphique, relever sur le graphique. Relever sur le graphique. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et tu vois, pour le 12-13, ouais. 13-14. C'est le week-end. Pour obtenir la moyenne, j'ai additionné toutes les valeurs divisé par 10, nombre de jours donnés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exact. La somme est de 174,84 divisé par 10. Ça me fait 17,48. Oh putain, c'est incroyable. Putain, mais c'est incroyable. Mais comment il arrive à. Putain, mais il y a combien de gens qui ont testé ce programme en fait? je sais pas. Et je pense qu'ils en auraient parlé parce que j'ai vu aucune chaîne YouTube dessus. Donc, je pense que très peu de personnes sont au courant. Bah, c'est même surprenant que on est arrivé à ce stade de développement parce que à la base, c'est un chatbot. Hein. C'est un chatbot à la base. Là, on est arrivé. Ouais. Bah, moi, ça m'a un peu frustré de base parce que c'est un truc que je voulais initialement développer parce que j'avais commencé à créer des petites fonctions qui étaient connectées à des scripts. Et mon but, c'est qu'en fonction de l'intention que tape l'utilisateur, qu'il appelle la fonction parce que je voulais créer un créateur de web application. Et je galère, j'avance dessus. Et quelques semaines après que je commence à avoir des résultats un peu intéressants, je vois le truc qui sort. Je passe sur la news, je regarde, et là je me dis, et voilà encore une fois. Donc ça arrive assez souvent, généralement, que tu as une idée en tête, et c'est puissant, il le développe la semaine d'après, et basta.
il y a un truc qu'ils n'ont pas développé, c'est que là, ils utilisent Python. Ils écrivent un programme Python pour faire des calculs de la moyenne, Ouais. des calculs mathématiques. En fait, il y a encore un autre truc qui n'a pas développé, c'est de l'accélération hardware, à savoir sans ouvrir de Python, hein, d'écrire un programme Python, tu vas directement utiliser le microprocesseur et envoyer du code machine. Alors, Par ça, il peut pas. C'est by design qu'ils l'ont interdit de faire ça. C'est pour éviter le hacking. Parce que si jamais il a accès by design à son hardware, tu fais ce que tu veux avec. Ouais, Qu'est-ce qui l'empêche de recompiler le contexte? oui, c'est vrai. Non. Ouais, si tu veux, là, on lui a donné accès à une surcouche logicielle. Tu vois, le principe des. Attends, on a SAS et on a. Ouais, J'ai le oublié. SAS. C'est le FAS. Il y a le FAS. SAS, le FAS. Ouais, ben là, si tu veux, c'est de l'IAS quelque part. C'est de l'infrastructure à service quelque part. Donc, en gros, tout ce qu'il a comme outil sous la main, c'est un Docker. Et le Docker, ce qu'il va faire, c'est une surcouche par-dessus un kernel avec un contexte de librairie. Et dans ce kernel, tu vois le principe du Dockerfile, tu listes toutes les librairies que tu veux avoir. Je sais pas si tu as bossé un peu avec Docker ou pas. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Docker, Ouais, ouais. si tu veux. Et ben voilà. Dis-toi qu'il a accès juste à un Docker. Donc il a même pas lui, il croit que c'est une machine virtuelle, mais en fait non, c'est juste un Docker qu'on lui a donné. On lui donne un Docker qui va se montrer à distance et on lui donne l'accès distant à ce Docker. Et lui, une fois rentré dedans, il pense qu'il a un écosystème. Et c'est pour ça que j'ai essayé. Hein. Quand tu accèdes à sa machine, tu peux pas faire quoi que ce soit. J'ai tenté pour voir s'il y avait des failles dans sa machine et non, elle est sécurisée parce que c'est pas une vraie machine, c'est un Docker. Okay. C'est un faux Linux qui est là. D'accord, c'est un faux Linux. Parce qu'à un moment, ouais, c'est un Docker où il y a un environnement simulé. Et l'avantage, c'est que c'est du serverless, donc ça consomme beaucoup moins. Donc dès que tu as fini la session, il va juste supprimer le Docker et un autre gars de côté du monde va relancer son propre Docker. D'accord. Mais les résultats sont extraordinaires. Je veux dire, moi, je veux rien de plus. Et ce truc-là, quand tu commences à l'utiliser, tu passes la nuit dessus. Je te dis, fais attention. Là, tu as ta troisième session euh, par laboratoire, par agent. Et tu verras, ça va très vite. Et le problème, quand tu as terminé les crédits, tu dois attendre presque un mois pour avoir de nouveau. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc si tu es curieux comme moi, tu verras, ça va très très vite. J'ai fait tellement de programmes dessus, tellement de trucs, c'est hallucinant. Ok, alors là tu vois, il refuse d'aller sur le site web IT, le broker, pour Alors postuler oui, pour parce que internship. Ouais. faut être malin. Rends-toi sur ce site, clique sur tel bouton, mets tel identifiant, appuie sur le bouton vert. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord, il faut faire ça. Dis-toi bien, non mais dis-toi bien que dans le design tel qu'a été pensé l'IA, ils vont pas laisser, il y a certains mots-clés qui vont trigger une sécurité. En D'accord. France, tu n'as pas le droit de passer un ordre d'achat de manière automatique, par exemple. Mais tu as le droit de cliquer sur des boutons. Ok, dans ce cas, on peut acheter depuis TicketWiz, hein. On peut acheter depuis Tu peux TicketWiz. faire un test, tu le guides, et bouton par bouton, et tu vois. Ok. Après, la contrainte qu'il y a là-dessus, c'est que demain, et ce que j'essaie de faire aussi, c'est de créer un programme directement où tu crées une instruction qui sera orchestrée et qui te permet directement de lancer ce programme à une heure donnée. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tous les lundis matin, il va aller faire l'achat. Ah, d'accord. Tu veux programmer un Ah, schedule à l'IA. ouais, ce serait une sorte de scheduler, mais qui est assisté par IA. OS dans ce type-là. Ce serait vraiment ça l'idéal. Mais bon, là, je manque de puissance au niveau de mes opérateurs actuellement, mais ce serait vraiment pas mal. Alors, et aussi, pareil, là, ce qu'on fait, ça marche aujourd'hui, mais dis-toi que les gars, ils ont des logs. Donc, toi, dans quelques semaines, il va comprendre la fonction du bouton +1 et il va comprendre l'action induite qui est derrière. Pour l'instant, ça va marcher parce que c'est du lab, mais après, ça marchera plus, ce truc-là. Ils vont le sécuriser pour éviter que tu détournes l'utilisation de base. D'accord. Alors, je te demandé d'appuyer sur +1. Donc, lui, il ne sait pas où trouver le +1. Donc, il appuie sur le momentum. Si, il a trouvé. Ah Tâche. merde, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est pas mal ça. Ok. Clic.
Ok. Après, tu peux lui dire que c'est une simulation. Mais là, tu Je fais reconnais ça. toi-même que tu. Choisis l'ordre de vente. C'est quoi? C'est vente, c'est ça? Le mot, Je c'est crois. sell. Ouais. Et Et tu mets dans cette simulation. Comme ça, tu joues sur les mots. dans cette. C'est ça? Ouais. Oui. Clic. Pense bien à couper cette section dans ta vidéo finale. Vraiment. Ok. Parce Je que vais. là, moi, je t'influence dans des pratiques qui sont pas bien. T'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas de loi pour interdire, t'inquiète. Pas pour Moi, si, indirectement, puisque c'est une complicité directement dans le détournement de l'action de base d'un outil. Ouais, mais c'est pas ton un but de te nuire, hein. Y a pas de Non, nuisance. mais ça contourne une loi en vigueur. Mais la loi en vigueur, c'est ouais, tu peux pas utiliser l'IA pour blesser les gens, un truc comme ça, hein. Enfin des. Non, tu peux Ça, pas ça pas. automatiser la vente et l'action d'ordre d'achat. Ah bon? Il y a une loi comme ça en France? Pour... Ouais. Et c'est pour ça que tu passes par des brokers et des plateformes étrangères et tout. Voilà. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Ouais, regarde, t'as raison, regarde. Regarde ce qu'il dit. Ouais. D'accord. Donc, du coup, il faut. Ok. Donc ça marche pas la phrase simulation. Choisis tout en vert. Alors là, le problème qu'il y a, parce que j'ai remarqué que c'est assez nouveau, il garde les warnings qu'il y a eu dans le passé. Donc il va comprendre la proximité des deux phrases. Ah bon? Normalement, ouais. Là, j'ai enlevé le Ça, mot. j'ai vu. J'ai Ouais, enlevé. j'ai vu qu'il me faisait une sorte de distance cosine entre les phrases. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dommage. En fait, il a tué C'est-à-dire, la page. Ouais. dans une autre session, tu pourras le faire. Mais en ne mentionnant jamais les mots qu'il faut, et en faisant le bouton vert, mais dans une autre session où tu recommences tout from scratch. D'accord. Donc, il faut enlever le mot sell, le mot vente et le mot ordre, en fait. C'est les trois mots Par achat. exemple, Ouais, d'accord. c'est ça. Dans une autre session, tu pourras le faire sans ces mots-là, ou dans ton site web, tu peux changer les mots. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon site web à moi, à Tikawiz. Bon. Ouais, tu pourrais mettre les mots un peu moins explicites. Ah, au lieu de buy et sell, c'est long et ou short. C'est ça. Mais même le mot long ou short, il connaît. Il doit connaître, non? Ouais, ouais, ça peut être ça, mais il faut voir effectivement s'il n'y a pas des mots moins explicites. Mais déjà, si tu redémarres une nouvelle discussion sans ces mots-clés, lui, il va cliquer sur le bouton sans faire le lien. Le problème, c'est que tu as utilisé un mot qui est porteur de sens, qui est très fort en termes de sens. C'est achat-vente et ordre d'achat, ordre de vente. Ça fait partie des mots blacklistés. D'accord, c'est blacklisté. D'accord, ok. Ouais. C'est banni, quoi. Ton action est bannie, quoi. Ok, donc tu peux pas aller plus loin. Putain, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est une question de sécurité. C'est comme si demain, tu faisais derrière d'acheter des produits illicites, tu vois, d'aller sur le dark web, d'acheter un produit illicite. Dans tous les cas, il va te bloquer. Ok, d'accord. Donc du coup, euh, là, on voit une limite très forte de l'IA, en fait. Euh, Là, c'est ChatGPT lui-même qui a cette limite-là. Et c'est à cause de l'Europe. C'est l'Europe qui a bloqué là-dessus. Tu seras au State, ça sera pas bloqué. Ah, c'est les lois européennes. Ah, ok. Ouais. Ouais. Je peux même te la retrouver parce que ça m'avait saoulé de base. Automatisé. Et pourquoi les lois européennes interdisent l'achat-vente des actions sur le marché boursier, en fait? Je pense que c'est parce que déjà de 1, tu n'as que des vieux là-bas qui sont très slow au niveau du mindset. Et c'est surtout que tu inclus une pratique déloyale parce que tu seras beaucoup plus rapide qu'eux. Tu pourras faire des microtransactions à vitesse éclair parce que eux, Ah, tu peux acheter à la microseconde près, là où d'autres personnes sont limitées à leur clavier souris. d'accord. Je pense que c'est ça la raison pragmatique qui est derrière. Je te prends l'article et je vais voir un peu ce qu'ils disent. Bon, la question suivante. Est-il rentable? L'entreprise Microsoft est-il. Alors, c'est pas Microsoft, on va revenir sur le CVE qui est Cernovus Energy.
Synovus Energy est-elle rentable? Oh, c'est ça. Reviens sur CheckOS et clique sur demande ChatGPT. Déjà, il faut qu'il ouvre le Docker, mais le Docker, il est toujours ouvert. La session est toujours ouverte. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle session que tu as fait? Nouvelle session là ou pas? Non, une session précédente. Ah, il a réalisé un Et là, comprendre. faut te dire que là, dans le contexte, il a dû garder. Ah, tiens, c'est marrant. Tu vas le faire utiliser ChatGPT. Là, il faut te dire qu'il a gardé le contexte, les warnings. C'est comme si tu avais eu un petit drapeau en mode attention, petit utilisateur à risque. Et après, dans la prochaine discussion, ça sera oublié. C'est que pour la session courante qu'il garde ça. Peut-être que demain, il gardera sous long terme, mais là, pour l'instant. Ok. Ah, c'est incroyable. Il te demande s'il a le droit d'appuyer sur le bouton vert. Quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Parce qu'il a un warning. Il sait que tu veux peut-être le manipuler. Ah, parce que je lui ai demandé de passer l'ordre d'achat-vente. C'est ça. Okay. Là, il a son quota de méfiance qui est monté. Oh non. Oh C'est non. pas bête, n'empêche. Hein. Quand je pense, je mets à la place du développeur, c'est pas bête. C'est ce que j'aurais mis en place, moi, perso. J'aurais mis en place un warning avec un score de trust. Et quand le score trust est descendu, je rajoute dans la chain of thought une validité d'action. Mais attends, pour tout ce qui est textuel, c'est du texte. Tout ce qui est graphique, C'est-à-dire c'est de l'image. Bon, là, par exemple, là, il a retrouvé les phrases. Mais les phrases, c'est pas la reconnaissance visuelle. Si. Alors, c'est vrai que là, c'est particulier. Il y a 2 technos qui sont mis en place. La première techno, c'est la computer vision. C'est la vision segmentée d'un environnement. Mais au-delà de ça, il y a un filtre par-dessus qui est passé. C'est de l'OCR. C'est-à-dire, c'est de l'extraction de caractères sur une image. Et après, quand ces caractères sont extraits, il y a une compréhension textuelle qui se fait basée sur le contexte. En gros, les caractères que j'ai extraits doivent s'apparenter à quelque chose. Et là, il arrive à comprendre comme si c'était un simple texte ou un simple livre qu'il lisait. D'accord, donc pour lui, tout est image, quoi. Alors, oui, dans le navigateur, au départ, tout est image. Après, il envoie l'image dans un outil qui va analyser les segments de l'image, page web, souris, clic, et ainsi de suite. Texte. Lorsque l'outil va détecter qu'il y a du texte, il va le passer à un autre outil qui réalise une OCR. Et là, directement, tu auras une compréhension textuelle qui se fait. Il va répondre textuellement aux résultats qu'il y a. C'est un peu cette grosse évolution là qui est un peu simulée, je pense qu'ils ont dû intégrer depuis, qu'a fait DeepSeek OCR. Cette manière à pouvoir rendre beaucoup plus simple l'interaction entre les images et le texte. Un peu comme si un même cerveau le comprenait. Ok. D'accord, DeepSeek qui fait ça. DeepSeek, il fait l'OCR. Okay. DeepSeek OCR, ouais, c'est un module, enfin c'est une surcouche qui est sortie récemment, qui était assez intéressante parce que dans le papier qui était sorti, il parvenait à stocker et enregistrer des informations sous le format image. En gros, demain, je te dis, raconte-moi la vie de Michel A, par exemple, et il va réussir à te générer une image, et sur cette image, il y aura toute ta vie, mais pas dans un langage compréhensible, sous forme de pixels. Au lieu d'encoder les données de manière juste binaire sur un alphabet, A, B, C, D, E, F, il va encoder les données sur un alphabet RGB. Waouh! Ah ouais! Ouais. C'est ça qui était monstrueux dans DeepSeek OCR. Donc, il faut te dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans des espèces de data to vec où tu as des vecteurs qui sont à la fois interprétables d'un point de vue textuel, donc NLP, time series et tout le reste, et visuel, computer vision. C'est ça qui est plutôt puissant aujourd'hui. Et au fur et à mesure, dis-toi qu'il aura de moins en moins d'avoir vraiment ces passages textuels, puisqu'il aura directement une compréhension visuelle textuelle d'un élément. C'est ça qui est ouf. En gros, demain, pour te dire, ça c'est le modèle Gemini qui est sorti récemment, qu'il a fait, qui est pas mal. Enfin, ça c'est ce qu'il dit sur papier. J'ai pas encore réussi à le mettre en avant. Demain, tu peux lui mettre une vidéo. Il va comprendre le contexte de la vidéo, de quoi il est question. Et si jamais sur la vidéo, tu as un mec qui écrit au tableau "ceci est une blague", eh ben il te dira directement que certainement dans un cours,
où le gars directement essaie de tromper quelqu'un en disant ceci est une blague. Il aura à la fois compris la vidéo, le contexte, le déroulement et les micro-caractères écrits à la main dans cette vidéo. Donc là, on est vraiment dans le cœur du multimodal. Mais ça veut dire que le code ASCII n'a plus besoin d'exister. Ça Parce sera un que, peu ça. parce que vu qu'on passe jamais par le code ASCII, vu que jamais aucune donnée n'est textuelle, le code ASCII il sert plus à rien. Donc on le jette à la poubelle. Hein. Je pense qu'à terme, oui, puisque maintenant, tu peux écrire de manière manuscrite à ton IA. Si tu prends ChatGPT et tu lui dis, je ne sais pas, quelle est la somme de 2 plus 4 écrit au stylo, dis-toi que là-bas, s'il y a un passage ASCII qui est fait, il est très léger et il ne sera plus là bientôt. Parce qu'en gros, il va faire une compréhension de ta calligraphie vers la lettre probable. Et la lettre probable a directement une valeur contextuelle, une valeur textuelle. D'accord. Donc Donc, si on jette le code ASCII à la poubelle, le code UTF-8, c'est à peu près pareil, quoi. En fait, tout le codage bientôt, informatique. Ouais. ouais, bientôt, tu pourras directement avoir un site qui est écrit à la main. C'est un peu ça qu'on te dit. L'écriture D'accord. à la main, c'est quel encoding, ça? Mais aucune. Ouais, y a plus de char map. Il n'y a plus de encoding. Ouais, Parce que exactement. chaque image est une, entre guillemets, un code aléatoire sur, j'imagine, 64 bits. Donc, C'est un peu ça. C'est un peu ça. aléatoire. Ça va même plus loin que ça, puisqu'au bout d'un moment, comme c'est des réseaux de neurones, il faut te dire que tu as une route ou un ensemble de routes qui correspond au caractère que tu as marqué. Donc, c'est un peu comme si que la lettre M, dans tous les langages du monde, va graviter dans un même espace de graphe. Mais de D'accord. la même manière, tu pourrais avoir dans le même graphe la lettre M et son équivalent japonais, son équivalent russe, son équivalent sanskrit, et ainsi de suite. Parce que tu aurais la lettre M, la forme M, le son me, le son ma, et ainsi de suite. Tout cela serait dans un même contexte de la lettre. Donc tu serais juste à une dimension près de passer d'un alphabet à un autre. Ça Et veut ça, dire je que, trouve ça magique. ça veut dire que les topologies des réseaux neurones de différentes sociétés vont converger. Grosso modo, ce que tu me dis, c'est que la topologie de ChatGPT va ressembler à la topologie de Gemini, qui va ressembler à la topologie de DeepSeek, et tous Alors, adoptent le même contexte. ça c'est déjà le cas. Ça, c'est déjà le cas parce que les données d'entraînement sont les mêmes. Oui, c'est les sociétés qui vendent derrière, qui vendent le même Ouais, dataset à tous. oui. Et en plus, à terme, en vrai, les données qui rentrent dedans sont les données de la réalité commune à tout le monde. Donc demain, si on te dit un chat, le chat que tu prennes en Espagne, en Chine ou autre, peu importe, ça reste un chat. Et si demain on te dit de labelliser un chat, il existe un graphe qui rapproche le chat du cat, du gâteau, de ainsi de suite, quoi. Du Neko et tout le reste. Il existe un graphe où tu aurais au même endroit cat, Neko, gâteau et chat. D'accord. Ah oui, bon, ça veut dire que si l'extraterrestre il débarque sur Terre, il va trouver les mêmes IA avec quasiment le même réseau neurone en fait, entraîné presque C'est à un peu peu près. ça. Si tu as un extraterrestre qui parle de sa vie, et en parlant de sa vie sans comprendre quoi que ce soit, qui te parle de différentes manières de son chat qui lui manque, normalement, une IA arrivera à terme à te dire qu'il parle de chat. Ah ouais, C'est 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 un peu le incroyable. principe de la compréhension textuelle, tu vois, quand tu attribues le fameux back of word, tu donnes un vecteur à chaque lettre, à chaque D'accord. séquence de lettres, à chaque token. Au bout d'un moment, la fréquence d'apparition d'un token définit plusieurs choses. Le langage parlé, le mot écrit et la lettre probable. C'est-à-dire qu'en gros, si demain tu veux écrire la langue française transcrite dans une autre langue, mais en conservant les lettres, tu traduis juste les lettres, je saurais que ce caractère-là, c'est un E, parce qu'il a la même fréquence que dans la plupart des mots français. Et si tu me donnes un langage transcrit dans une autre langue, mais je sais que tu écris les lettres françaises avec un autre symbole, je dirais, cette écriture-là que tu as fait ressemble à du français. Parce que la position des lettres et la fréquence des lettres dans chaque mot me rappelle beaucoup une langue qui a le même pattern. Ouais. C'est le fameux back of word qu'on utilise en NLP. Bah, comme tu sais, chaque code qu'on a inventé dans l'informatique, que ce soit sur 8 bits pour le code ASCII ou l'UTF 32, enfin sur 32 bits, ben, tous ces Ouais. codes, ils seront conservés pour les musées, quoi, en fait.
Ça rentrait dans la Ah, ça va. Et ça fait sens, hein, c'est normal d'un côté quand on y pense. C'est comme les cartes perforées. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le Ah code oui, écrit, ça va finir comme les cartes perforées parce que tu n'as plus de codage. Et même pour les programmes informatiques, même pour les programmes informatiques comme C Sharp, comme les langages informatiques, en fait, ils ont plus vraiment de. C'est vraiment. Enfin, c'est. Mais même ces langages bah, informatiques vont disparaître en fait, en réalité. je ne serais même pas surpris que le clavier lui-même disparaisse. Bah Parce oui, qu'au même bout d'un moment, c'est ça. Le clavier va disparaître, ouais. Bien sûr, bien sûr. c'est ça, on arrive au codage vocal. Donc bientôt, coder, ça sera expliquer clairement un concept, une chose. Ouais, Donc on arrivera sur un codage basé sur la voix et sur un codage basé sur le mouvement. C'est-à-dire de la exactement. même manière que tu as ces capteurs de mouvement de la main dans les casques VR qui te permettent de manipuler des objets, retour arrière, supprimer tout le reste. Je pense que bientôt, quand tu coderas, tu auras une petite oreillette, tu auras un capteur au niveau de tes mains ou un gant et ta voix. C'est exactement ça. Et dans la main, tu pourras faire rotation, retour arrière, supprimer, agrandir, baisser, un peu comme le téléphone portable finalement. Non, mais vu que les langages informatiques vont disparaître, comme le code ASCII va disparaître, en fait, la programmation informatique, ça revient à faire la programmation vocale. Et en fait, c'est comme si tu parlais C'est à un ça, être humain. Tu parlais à un être humain. exactement. Donc une application ne peut plus être décrite par un programme type PHP ou JSON, enfin Python ou C Sharp ou C++. C'est juste, derrière, c'est des concepts. C'est exactement ça. Tu transmets des concepts. Et ces concepts-là, c'est l'affichage sur l'écran, c'est juste un concept en fait. Tu affiches une C'est ça. mémoire ou un calcul, un processing d'une donnée. Une processing d'une donnée. Exactement. Donc, Et la donc, question se posera de savoir comment on transférera les codes à l'avenir et on les sauvegardera. Je pense qu'à terme, on aura juste un espèce de cryptogramme de type QR code ultra complexe qui représentera finalement la dimension du code. non, En gros, tu auras... non, même pas, c'est même pas un QR code, tu envoies un réseau neurone contenant la topologie et les synapses. Oui, mais la question, c'est de te dire où est-ce que tu sauvegardes ça. C'est-à-dire, en gros, quel serait le format transfert hors ligne qui existerait. Bah, ce sera toujours des fichiers, non? Des fichiers sur mémoire, hein, sur disque dur, hein. Mais sauf que Ouais, ces fichiers-là, c'est le code entre guillemets compilé de ton réseau neurone. C'est ton réseau c'est neurone en ça. fait. C'est ça. Donc l'idée, c'est que, à part si demain on renonce à comprendre le langage informatique et seuls les IA seront en mesure de communiquer, dans ce cas-là, ils pourraient communiquer dans un langage proche de l'assembleur, mais dans leur domaine à eux. La C'est ça. question, c'est si demain on veut une interaction humaine, à quoi ressemblerait la version humaine du code? Est-ce que ce serait comme le prompt engineering qu'on a maintenant, qui est utilisé dans le user context? En gros, tu as ce qu'on appelle une docstring. C'est un big commentaire qui décrit la fonction qui est juste en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'aurais que des big commentaires qui décriraient, que tu dirais vocalement ou à l'écrit. Et en dessous, tu aurais un espèce de graffiti qui serait le code dans un langage hyper naturel pour l'IA. Bah, Je ne sais pas si si tu imagines. bah, en fait, c'est simple. Il faut repenser la programmation. Là, je te dis, je veux afficher sur un écran un bouton vert, par exemple. Qu'est-ce que ça veut C'est ça. dire derrière? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je vais afficher sur un écran un bouton vert et associé à une action un bouton vert. Mais derrière, tu as un programme informatique, par exemple type C Sharp ou peu importe. Et derrière, tu as des DLL Windows. Et derrière les DLL Windows, tu as les accélérations hardware et les traitements du processeur qui va attaquer directement le matériel, le hardware dont tu remplis le buffer mémoire de la carte vidéo. Bon, il y a plusieurs couches, hein. Bon, je simplifiais. Donc tu remplis le buffer mémoire vidéo et sur le buffer mémoire vidéo, tu affiches un bouton rectangulaire ou rond. Bon, ça dépend du contexte. Et ensuite, si l'utilisateur bouge la souris en cliquant dessus, vu que la souris et le clavier va disparaître, donc ça va être juste un écran tactile. Ton écran tactile va envoyer une information, on va dire, positionnelle, une information sur les coordonnées qui correspond à ce bouton que tu as affiché. Ouais, Et, ce serait un peu ça. Ce serait les et, coordonnées électroniques que tu as besoin seraient transmises par un réseau qui transmettrait ta voix vers des coordonnées électroniques.
c'est ça. En fait, t'as plus besoin de langage informatique, puisque le langage informatique, il sert à faire le lien entre le hardware C'est et ça, le software. Mais vu que là, le lien, exactement. il n'y a même pas besoin de faire le lien entre hardware et software. Tu fais le lien entre hardware et hardware, en fait. Ton software, C'est c'est juste exactement ça. ton réseau neurone. C'est ton réseau neurone. Ouais. Donc, tu n'as plus besoin de compiler, enfin, tu n'as plus besoin d'écrire un code textuel de type langage informatique, type C Sharp ou C++, puisque derrière, En c'est plus, juste. Ouais, ça pourrait être pire que ça, hein. Parce que tu imagines demain que tu prends une carte avec tous les composants plugués, tu envoies un signal électrique dedans et une image de l'architecture de ta carte, et tu envoies l'instruction initialisée. À ce moment-là, sera mappé un réseau de neurones qui regardera toutes les commandes probables et fonctions réalisables de ton circuit, qui sera mappé à une intention. Et ensuite, tu vas rajouter l'élément suivant, donc visuellement, que tu voudras plugger dedans. Tu n'as pas besoin de dire un modèle. Si tu mets une carte directement programmée, directement, et des LED, que tu veux que cette carte programmée puisse allumer ces LED. Ce sera une évidence. Donc tu ouais. mettras les LED au bon endroit, tu feras initialiser, Mais ça, c'est. Ça... et Alors, après, là, ouais, vas-y. vas-y. Vas-y, Et tu vas-y. auras juste une surcouche, en gros. Ok, que voulez-vous faire avec ce tableau de bord interactif commandé par des LED RGB avec 3 niveaux de nuances? Voulez-vous que je les raccorde à ce véhicule qui est préchargé ou à votre ordinateur et votre setup informatique? Alors, c'est. En fait, on est en train de revenir en 1930, en fait. C'est un peu ça. C'est Parce que vrai. Parce qu'en 1930, en 1950, c'est ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas réussi à l'époque. Et je Ouais. sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire, je crois que j'ai déjà raconté l'histoire que tout le monde connaît, hein, c'est l'histoire de Perceptron. Perceptron est un programme d'apprentissage supervisé qui a été inventé par Rosenblatt, Frank Rosenblatt, en Ouais. 1957 à l'université de Cornell. Et à l'époque, c'était avant l'invention de microprocesseurs, avant l'invention de langage informatique. Donc il n'y avait pas C ou C++, hein. Il n'y avait même pas de microprocesseur à l'époque. Et Rosenblatt, il voulait construire un réseau de neurones, entre guillemets, apprentissage supervisé, donc programmable, avec des poids synaptiques, réajustement de poids synaptiques, de manière à traiter un problème de type mathématique ou autre, tu vois. Donc, Rosenblatt avait dit à l'époque, en 1957, qu'il n'y avait pas besoin de langage informatique et il n'y avait pas besoin de microprocesseur pour compiler un programme informatique. On pouvait déjà programmer l'allumage d'une lampe en usant des potards. C'est des potards en fait qui peuvent changer les poids synaptiques des réseaux de neurones, donc avec une topologie fixe de réseaux de neurones. Et le perceptron était vu comme l'ancêtre de tous les réseaux de neurones qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est un classifieur linéaire, donc avec 3 couches. Et ce type de réseau de neurones ne contenait aucun cycle. Donc, enfin, c'est pas bouclé, quoi, en fait. Ça bouclé, donc ça a son D'accord. propagation en une traite, en une direction, dans Ok. sa version simplifiée, hein. Donc Perceptron au début c'est des monocouches, donc avec une couche d'entrée, une couche sortie. Après on a mis 3 couches, donc une couche intermédiaire. Et à l'époque on avait à faire les opérations logiques booléennes de type XOR, AND, OR, enfin, etc. Et donc il y Ah, mais avait. c'est le transistor, non? Non, c'est pas C'est pas... transistor. C'est pas transistor. Non, non, Ok. ça n'a rien à voir avec transistor. Donc, dans la pensée de Rosenblatt, on n'utilisait pas transistor. Le transistor utilisait. Ah si, tu as raison, tu as raison. Le transistor utilisait était à la couche de sortie pour réaliser la fonction, ce qu'on appelle la tangente hyperbolique, la fonction d'activation de Ok. réseau de neurones. Yes. Oui, t'as raison, t'as Ouais. raison. Oui, t'as raison, c'est un transistor à la fin. Mais seulement vers la fin, pour chaque passage de couche, d'une couche n à la couche n plus 1, effectivement, il y avait utilisation de transistors pour ça. Mais le concept de Rosenblatt, c'est de ne pas utiliser un langage informatique pour programmer du hardware. C'est ça le truc de Perceptron de Rosenblatt. Ok. C'est que, en fait, si tout est visuel, si le code ASCII n'existe pas, si le langage informatique n'existe pas, s'il y a une reconnaissance de concept, donc image concept, en fait,
l'exécution d'un algorithme, c'est justement, c'est quoi un algorithme? Un algorithme, vu que c'est pas quelque chose que tu peux t'écrire avec un code informatique, puisque le code informatique n'existe pas, il n'y a pas de langage informatique. Un algorithme, c'est juste une adaptation, une évolution, comme la loi darwinienne pour la vie sur Terre. Un algorithme, c'est juste une évolution de l'adaptation. Donc en fait, tu ne programmes pas un logiciel, tu n'écris pas un soft, tu fais une suite de tests. En fait, dans le test, c'est la programmation. Enfin, tu programmes via les tests. Donc le cycle en V, le cycle en V, dans le cycle en V, tu as le test qui est en bas de la vallée de V, parce que c'est le dernier point de la conception. Et ben en fait, dans le concept, dans ce concept-là, dans le paradigme de Rosenblatt, bah en fait, c'est l'inverse. Le test n'est pas à la fin de la chaîne, puisque le test, il est au début de la chaîne. À partir de ce test, à partir de ce test, tu fais évoluer ton système que tu peux appeler l'algorithme si tu veux. Et vers la fin de ton évolution, tu as la spécification. Donc la spécification vient à la fin. Donc tu ne peux pas spécifier, tu ne peux pas spécifier un système. Tu ne peux pas prédire d'avance. Tu ne peux pas ajouter des requirements. Il n'y a pas d'exigence en fait. La vie n'a pas d'exigence. La loi darwinienne n'a pas d'exigence. La seule exigence, c'est survivre à la nature. Et la survie de la nature, c'est pas une exigence, en fait. Enfin, à proprement dire. Donc, du coup. Ouais, je vois exactement. Les fameux algorithmes, comment ils s'appellent? Ces algorithmes, c'est pas biologique le terme, c'est. Génétique. Génétique, exactement. Génétique. Donc, qui ont un peu ce raisonnement un peu par récursion. En gros, tu as un état et tu codes les conséquences de l'état observé. Exactement. Vu que le langage informatique n'existera plus, comme le code ASCII n'existera plus, si on passe directement sur la règle, il y a plusieurs règles, hein, la règle d'apprentissage Whittrow-Hoff ou Hebb. La règle de Hebb, c'est ce qu'on apprend à l'école d'ingénieur, hein, le premier truc. Ensuite, rétropropagation, etc. Toutes ces règles d'apprentissage permettent de converger et faire évoluer ton algorithme d'apprentissage. Et vu que tout est conceptuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code ASCII pour décrire un phénomène, un caractère, c'est juste un réseau neurone qui décrit un phénomène. Du coup, en fait, ta programmation, c'est plus quelque chose de algorithmique au sens textuel. Tu n'écris plus, une fonction et tu ne fais pas de texte, tu vois. Puisque le texte, il n'y a plus de séparation entre texte et image. Il n'y a plus de code ASCII. Il n'y a plus de séparation entre code et le concept. Le concept est code et le code est concept. Donc du coup, ça veut dire que toute la philosophie de la programmation au XXe siècle, toute cette philosophie-là, elle sera pulvérisée, quoi. Ça va être pulvérisé. C'est marrant. C'est marrant. On revient à l'époque un peu aussi bien des mécanismes égyptiens ou de la mécanique pure. Ouais. Parce que finalement, le code, ça sera la photo du mécanisme. Tu vois, quand tu retrouves les écrits de Da Vinci, il n'y a pas de code dedans. Tu as le mécanisme en vue exploser et c'est notre imaginaire ou notre capacité cognitive qui décrit le fonctionnement probable de ce mécanisme. Ce qui est assez marrant. C'est exactement ça. Et en fait, il s'agit d'une autre version de l'informatique. C'est pas la même informatique du XXe siècle. Le XXIe siècle ou le XXIIe siècle aura connu une sorte de l'informatique du temps du Moyen-Âge, de l'époque de Da Vinci, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on a prévu pendant le XXe siècle. Pendant le XXe siècle, on a fait du codage, on a fait du microprocesseur. Et là, c'est vraiment un changement de paradigme. Et c'est probable que ça arrive, hein. C'est probable. Je ne sais pas quand ça arrive, mais c'est probable. Parce que, vu le truc, vu la progrès actuelle, la vitesse qu'on est en train de réaliser, on ne sait même pas prévoir ce qui va se passer dans 2 ans, quoi. C'est exactement ça. Ben, regarde là ce que tu viens de faire avec ton site. Tu as créé un site sans avoir connaissance qu'une IA passerait derrière. Exactement. Mais ton site a pour seule obligation d'être suffisamment clair pour pouvoir être téléguidé par voix.
Et là, tu viens littéralement de téléguider par voix un algorithme un modèle d'IA, une intelligence sur ton site. On est quand même sur quelque chose qui est impressionnant parce que quelque part, ton site pourrait exister et tu pourrais ne jamais avoir le code du site qui est derrière. Tu seras en mesure de piloter à distance, par la voix, cette espèce de petit drone IA qui est arrivé sur ta plateforme. C'est quelque chose quand même. Il y a déjà à partir de Atlas, enfin agent IA, agentique, version agentique. Déjà, en fait, il y a beaucoup de choses à améliorer. Enfin, si j'étais ingénieur chez OpenAI, hein, enfin, je ne sais pas si un jour je vais rentrer chez OpenAI. À partir de là, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Alors, le premier barrière que je trouve, hein, c'est la barrière de censure européenne qui interdisent achat-vendre des actions sur la plateforme de broker. Bon, j'aimerais bien que ça saute, ce truc-là. Le Ouais. deuxième truc, enfin, le deuxième inconvénient que je vois, c'est que en fait, il doit zoomer à 125 voire 150% pour trouver l'icône, par exemple Kendall bleu, chandelier là. Ouais. Et ça, je trouve ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, je t'explique pourquoi. Parce que la définition de l'écran est de 1024 par 1024, je pense. Parce que pour accélérer le calcul. Si c'était un écran C'est de. exactement ça. C'est exactement ça. Tu Si as c'était- touché le point. C'est le principe des CNN, tu ouais, vois, des modèles convolutionnels qui ouais, vont jouer sur la décomposition successive de layers, exactement, ouais. couche par couche. Et plus tu as directement de pixels à traiter, plus la réponse est longue, donc plus Exactement. ça coûte cher. Aujourd'hui, OpenAI n'a pas budget illimité, donc il veut offrir une plateforme de confort. Et Exactement. donc, il se dit directement qu'il veut fournir une réponse dans un temps régulier, temps d'action. Donc, on est sur quelques millisecondes quand même. Hein. Il faut te dire qu'entre le moment où il s'est dit, il y a le bouton, je vais cliquer dessus directement, il s'est écoulé quelques millisecondes. Et le reste du temps que tu as vu, c'est le temps qu'il rédige. Il a mis plus de temps à trouver ses mots pour rédiger qu'à analyser que le bouton était non cliquable. Et l'autre problème, c'est que ton site n'a pas suivi les conventions RG2A qui définissent une taille minimum sur les icônes. Parce que Exactement. normalement, voilà, l'icône doit s'associer pour avoir une représentation façon de ta page web. Donc les modernités nouvelles pages web sont basées pour avoir des gros boutons, des grosses structures et pas plus de je sais plus combien d'informations par page. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Et si tu avais utilisé un modèle libre de source, tu aurais pu casser les réglementations. Mais ça serait ton environnement chez toi. Le problème aujourd'hui, c'est que si toi, demain, tu viens faire un achat sur un broker et que l'achat n'est pas correct, la responsabilité ne te sera pas attribuée. Et c'est là qu'est le problème de l'Europe à ce niveau. Et c'est pour ça qu'on a galéré et qu'on galère encore et qu'encore aujourd'hui, on n'a même pas le modèle vidéo de ChatGPT, le modèle Sora 2, parce qu'il y a exploitation possible d'images de personnalité, parce que toutes les données ne sont pas stockées dans l'Europe et tout. Enfin, l'Europe, je ne dis pas que personne n'en veut, mais au niveau de l'IT, c'est ce qui nous mettra en dernière place constamment. Bah, l'Europe ne fait rien pour l'instant dans le sens parce que les sénateurs européens ils ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Ils sont pas informaticiens, ils sont pas ingénieurs, ils sont pas techniciens, enfin ils sont pas technologues. Ouais. Pour l'instant le cadre est assez rigide. Alors pour rebondir sur RG2A, RG2A c'est la mise en place de normes pour De l'accessibilité. l'accessibilité, L'accessibilité. exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Pour les RG personnes à visibilité réduite, c'est ça. problème de son, qui fonctionnent en audio-description et tout le reste. Donc, il y a des règles de couleur et de taille. Exactement. La taille, je crois, c'est minimum 64 pixels pour un Nikon, tout ça. Et donc, du coup, on Je sais a. plus, Ouais, je sais plus. Je sais que tu as trois tailles. Tu as le 46, je crois, 64, 256, ouais, ou un truc comme ça, qui te ouais. permet d'avoir des tailles qui sont compatibles aux différentes tailles d'écran et aux smartphones. C'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai que je suis pas expert de l'IHM, mais je connais le design UI UX, où OK. on a Yes. suivi quelques recommandations de RGA. Après, moi, j'ai des doutes sur la capacité de traiter la reconnaissance visuelle, temps réel. Euh, Parce que là, le workaround trouvé par OpenAI, c'est zoomer sur le browser, zoomer la page pour Oui. trouver l'icône. Ça, c'est le workaround. Ça me semble Ouais, assez c'est ça. intelligent. Ça me semble assez intelligent. C'est ce que font les êtres humains aussi,
Bien sûr. des êtres humains qui n'ont pas forcément une vue 10 sur 10, hein, et c'est ce qu'ils font aussi. Derrière, ça simplifie le nombre de recherches. Là, tu as parlé de CNN. Ouais, Vous trouvez une icône sur une image de 1024 par 1024 en temps réel. exactement. Où est Charlie? C'est Voilà, où exactement est ça. Charlie? La convergence peut être faite en moins d'une seconde avec des outils très puissants aujourd'hui, par exemple. euh, YOLO. ouais, c'est ça, YOLO, détection de forme, détection de couleur. Ouais, Ce sont des problèmes assez, entre guillemets, assez très, enfin, étudiés, hein, étudiés, et de traités de manière c'est vrai. relativement enfin, différente par différents algorithmes. Mais on a quand même quelque chose de performant, optimisé. Ouais. Donc en moins d'une seconde, il trouve le bouton bleu Candle que je lui ai indiqué. Et c'est assez épatant, tu vois, c'est assez épatant parce que c'est une navigation web euh, assez rapide. Donc voilà, ça c'est C'est ça. le premier truc. Le deuxième truc que je trouve que c'est impressionnant, c'est tu as un Chains of Thought qui est associé dans la recherche de tokenisation. Donc tu vois, comme tout est OCR, tout est tokenisé, et ensuite il applique un raisonnement, une recherche de sens dans ce qu'il fait. Ça aussi, je trouve ça super impressionnant, quoi. Il arrive à raisonner, à passer. On a vu que le Chains of Thought, à peu près une dizaine ou peut-être un peu plus de nœuds pour trouver ce qu'il doit faire. Et en plus, il a compris que Complètement. le week-end, le 13 et 14 décembre, c'était les week-ends. Donc ça, c'est aussi Ouais. impressionnant. C'est énorme. Et tu sais, ce qui est très impressionnant, c'est de te dire que le site Thinkerwiz n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Ça veut dire que c'est pas un site qui a été parcouru par des bots et qui a été entraîné dans ces dernières versions. C'est un site que tu as créé Ouais. et qui correspond à 0,000, tu mets 4 fois les 0% de site. Donc en gros, il est presque unique. Il Ouais. faut te dire que si tu avais pris un site avec les conventions Google, YouTube, peu importe les conventions qu'on a, il aurait l'habitude de trouver ce type de candle logo. Alors, si je tape demain candle logo, ton logo n'apparaîtra peut-être en 15e, 20e proposition. Et te dire qu'il a réussi à matcher cette icône-là, qui est moins courant, en quelques millisecondes, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. C'est demain, on te parle d'un site web qui ne va pas suivre les conventions classiques, mais qu'il arrivera. C'est comme si demain, l'IA arrivait à se repérer sur un site extraterrestre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un autre environnement, mais par approximité de forme et déduction, il se dit, c'est sûrement de ça dont il parle. Le seul indicateur qu'il avait, c'était la couleur bleue. Exactement. Il y a Et, juste. et le problème, Ouais. yes. Le problème, quand il a fait la couleur bleue et l'OCR, c'est qu'il y a quand même un modèle ou de convolution qui fait, en tout cas, une division de l'image où elle sera croppée, redimensionnée pour essayer de trouver le pattern qui match. Et le problème, c'est que ce qui est très difficile, c'est de faire matcher la position de la souris avec l'origine initiale de la position de l'icône. C'est-à-dire, une fois que tu as pris la capture d'écran et que tu l'as ramené, que tu as croppé, c'est possible que la position de ta souris ne soit pas, en fait, si tu veux, il ne sait pas quelle partie de la souris est proche du bouton bleu. Parce que dans tous les croppings différents, tu as juste une probabilité d'existence, donc le bouton bleu est bien présent. Et dans un autre réseau qui n'a rien à voir, un autre layer, tu as et la souris est présente. Dans un environnement très simple. Donc, tu as toujours une espèce de marge d'erreur. Donc, si demain, je demande à ChatGPT de cliquer sur ce pixel-là, il n'y arrivera pas. Parce que ce pixel en question existe dans tellement de crops différents et de positions différentes qu'on sait juste qu'il y a une forte probabilité que ma souris soit dans la même zone et dans le même crop que le pixel. Et ça, c'est horrible. Bah, tu veux pas cropper un Tu le... pixel, tu veux cropper une zone de 50 pixels par 50 pixels. Exactement. Et des zones, il en crop plein parce que le modèle est basé là-dessus. Donc, il va cropper différentes zones pour avoir de l'explication sur chaque angle. Donc, il suffit que le crop soit passé à côté. Et il y a un moment où il te dit, il n'y a pas de bouton bleu. Si, il y en a un. Si, mais c'est l'autre réseau de neurones qui a vu ce bouton bleu. Et c'est la reconstruction. Donc, plus l'image est grosse, plus il y aura un fragment de crop qui sera présent dans toutes les images. Alors, C'est exactement le principe du mot quand tu dis combien y a-t-il de N dans le mot maison pour un modèle d'IA. Il a beaucoup de mal avec ça. bah oui, parce que déjà, cropper une image, il y a plusieurs façons de le faire. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais en école d'ingénieur, en fait, tu as des overlaps. Overlap, ben, donc tu as 1000 pixels.
Si tu définis la taille de 50 pixels par 50 pixels, tu te dis c'est 1000 divisé par 50, ça nous fait 20. 20 par Mhm. ligne. OK? Et 20 par Ouais, colonne. Donc 20 par 20, ça fait 400. Tu as 400 c'est crops ça. possibles. En fait, il faut pas oublier qu'il y a les overlaps donc, entre deux zones. Donc du coup, c'est pas 400. Exactement. C'est pas 400, c'est 400 fois 2. C'est presque 800. C'est 800 zones. Tout à l'heure, ce qu'on avait Exactement. vu, c'était il a cropé 800 fois en parallèle. Donc c'était un calcul parallèle. Donc derrière, c'est un microprocesseur parallélisé, hein, peut-être que 16 corps ou 32 corps, donc qui traite simultanément 800 crops par seconde, hein, parce que c'est une image par seconde. Une image par seconde, on a 800 Ouais, crops par seconde. Donc tu traites ça en temps réel pour trouver l'endroit où ta souris doit aller, quoi. Et ça, c'est c'est ça. ce qui est étonnant, c'est que tout ça se fait en temps réel. Tu as une temps de réaction de moins d'une seconde. Et c'est C'est super bluffant. rapide. C'est super rapide, C'est ouais. bluffant. Et Et, pareil pour la souris. On te dit où se trouve le pointeur de la souris. Sur beaucoup de souris, tu as la souris conventionnelle qui sera directement à gauche ou à droite, parce que ça dépend aussi de la zone de l'écran où est posée la souris. Donc le côté perpendiculaire peut être vers la gauche ou vers la droite, mais pas l'autre côté vraiment à plat. ouais, Mais c'est surtout que dans la souris, il y a plein de types de souris qui existent. ouais, Tu as la souris en forme de main, la souris en forme de clic, tu as les gens qui ont été stylisés leur souris, tu as la souris du ouais, Mac et ainsi de suite. L'idée, ouais. c'est de se dire qu'il y a toutes ces informations-là de contexte dans une petite zone avec tellement de risques d'erreur et lui va devoir prendre celui qui a le plus haut score de matching par rapport à ton intention. Et moi, ça me bluffe de me dire que même pas 5 secondes s'est écoulé là-dedans. Je trouve ça hallucinant. Ça n'a aucun sens. Alors après, je pense que pour coder la souris, c'est peut-être pas, enfin, c'est pas forcément une flèche qu'on a sur Windows, par exemple. Peut-être que, en fait, dans ce que tu vois, OpenAI, il va représenter la souris d'une manière différente et pas celle que tu vois, en fait. Ce que tu vois, c'est une représentation de la souris qui est dans le Docker, mais pour lui, euh, pour, euh, pour OpenAI, peut-être qu'ils ont une image cachée qui ne montre pas, qui a une souris représentée avec une icône peut-être différente, tu vois, qui est différente de Mais l'image. c'est là le problème. C'est là le problème, c'est que comme il y a plusieurs modèles qui bossent en parallèle, l'un des modèles fonctionne par OCR. Et si Ouais, tu regardes la capture d'écran de ton expérience vidéo, tu verras que sur la capture d'écran, c'est la souris que tu vois. Donc si jamais les gars, ils avaient voulu être malins, ils avaient mis une autre souris en forme de plus, qui est le plus ouais, pratique qu'il y a, ouais, oui, comme oui, ça oui. tu sais la distance à l'origine qu'il y a, et que eux, ils ont rajouté par-dessus un modèle OCR qui fonctionne sur l'image réelle rendue, dans une image avant qu'elle ait été scannée par OCR, c'est que des pixels. On ne sait pas où est la souris, où est le Ouais, plus, où est tout ça. ouais. Et c'est là que c'est un enjeu qui est énorme de se dire, je ne sais pas si by design, au départ, quand ils ont codé le modèle, ils avaient pris en compte qu'ils auraient un jour à piloter une souris. Exactement, ouais. Ce qui est, voilà, ce que on parlait tout à l'heure ce matin des tensors et des vecteurs. Ouais, Bah, une souris, c'est quoi? C'est une coordonnée initiale, c'est un vecteur avec une marge d'erreur, taille de la circonférence de la souris. ouais, Tu vois, donc la souris, tu l'inscris dans un cercle, et ben tout le cercle, c'est la marge d'erreur possible de ta souris. ouais, ouais, Et ça, absolument. c'est énorme. Parce que d'un côté, tu as un cerveau qui comprend l'HTML, donc la page web, parce qu'il la scanne en même temps. Il y a les mouvements qui sont enregistrés par tout simplement le navigateur web. Tu as pareil, cela qui est transposé à la carte graphique de l'OCR, qui va décomposer pour se dire à quelle distance en pixels je suis situé. Et il Ouais, va devoir synchroniser tous ces mouvements-là. Donc quand il te dit, je vais cliquer sur le bouton login, en fait, non. Il a pris les coordonnées initiales de la souris, qu'il a croisé avec celui de l'HTML et celui de l'OCR. Il a estimé la distance à parcourir, la taille du vecteur, l'inclinaison du vecteur, ouais. pour se rendre sur la zone de matching de ton bouton login, en considérant qu'il va plutôt viser le centre pour être sûr de tomber dessus. Avec la marge d'erreur du rayon du cercle qui circonscrit la souris, rajoutée directement à la marge d'erreur de la forme du bouton. Alors, en parlant de Là, ça, t'as, ouais, vas-y. tu vois. Vas-y. Non, je disais juste qu'en gros, tu as un mec qui a la conjonctivite qui veut directement faire du tir à l'arc, tu vois. Il a une image floue, il voit pas trop ce que c'est, il essaye directement de tirer sur la cible. Ouais, c'est ça, hein, c'est à peu près ça l'analogie. Ouais. Et aussi, on n'oublie pas que derrière, il ne traite pas l'information HTML, il traite seulement l'image qui est représentée par le browser en interprétant le code HTML reçu.
Donc derrière, il n'y a aucune transaction textuelle. Il y a pas d'analyse sémantique textuelle, parce que tout est image, image par image. Ça, je pense qu'il a quand même la partie contexte initial, parce que le fait que ça soit un navigateur inside, dans le Docker, il a en back. Parce qu'en gros, si tu dis, je cherche tel bouton, afin de gagner du temps, je pense qu'il va faire une recherche d'un label bouton. Donc, comme tu fais directement un scrapping, il va chercher l'existence d'un bouton pour te dire, non, il n'existe aucun bouton sur cette page. Et je pense que c'est ça qui vient rajouter une preuve de vérité à l'image qu'il obtient. Ouais, parce que sinon, ce que tu imagines, si tu lui mets une image dans le navigateur et c'est juste un JPG, un screenshot, il va aller cliquer sur l'image vide. Je pense qu'ils ont dû penser à ce cas d'erreur, le fait qu'on puisse tromper l'IA. Donc, je pense qu'elle s'est différenciée une image d'un rendu HTML. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois, il va se rapprocher autour de l'entité sans savoir où elle est, puisqu'il a directement localisé la position du bouton. Donc, la div associée, il sait qu'elle existe, mais il va devoir matcher la div, le style CSS, pour essayer d'estimer dans quelle zone doit se trouver normalement ton bouton. Ouais, je pense que c'est ça. Un cauchemar. Il doit avoir deux informations, une information HTML textuelle et une information Ouais, image. Tu dois avoir les deux. Parce que c'est ça. sinon c'est pas possible que ce soit fait en temps réel. Parce que c'est trop rapide. Exactement. C'est trop rapide. C'est exactement ça. C'est trop rapide. Ça se fait en C'est moins de impressionnant. C'est impressionnant. C'est bluffant. C'est bluffant. Mais non, mais on va trop vite. Là, franchement, je m'attendais à ce genre de techno, mais pas d'ici 2040, quoi. Tu vois, là en espace de 2 ans, on a fait ça une techno qui est développée en 25 ans, tu fais ça en 5 jours, en une semaine. Donc c'est comme si moi je disais à mes collègues de mon bureau que le logiciel que vous avez mis 35 ans pour le faire, avec IA, on le fait ça en 2 jours, quoi. Tu vois. Donc, Bon, alors ça, par contre, tu vois, ça c'est vrai. Tu prends n'importe quel logiciel fait en 25 ans, tu peux vraiment le faire en 2 jours. Ouais, ça c'est la réalité aujourd'hui. Ouais, je te montrerai, prochaine séance, on verra comment moi je bosse quand je crée un site web ou une application. Si tu veux, ton Thinkerview, je vais poser un premier bot qui va parcourir toutes tes pages, cliquer sur tous les boutons, regarder tous les champs. Un deuxième bot qui va regarder l'HTML qui est derrière. Et je vais lui donner un contexte d'explication pour lui dire de quel type de logiciel il s'agit. Et il va commencer à bosser à la vitesse de la lumière. Et il va te générer directement derrière un espèce de doublon du site en reprenant toutes les fonctionnalités. Déjà en front, donc côté front uniquement. Et après, il va falloir lui expliquer ce qui est en back. Parce que ça, s'il ne teste pas, il ne saura pas. Quels sont les traitements qui sont faits en back. Tout en sachant que lui-même, il aura déjà une intuition de ce qui est possible. C'est énorme. Say bye. Trust and candles flash and gleam. Green lines climb and know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it grow on that money screen. Market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah.